La sympathie permet donc de réguler les rapports sociaux. La circulation des passions suffit. Il n'y a pas besoin d'une espèce de puissance immense et tutélaire qui viendrait rationaliser les choses, imposer des règles ou je ne sais quoi. Vous voyez bien ce que je décris là. Il n'y a pas de lutte des classes. Pas de lutte des classes, c'est une illusion. En fait, il y a une circulation des passions de classe en classe et d'individu en individu, du coup, une société très inégalitaire, mais permettant la circulation des passions, peut-être parfaitement stable et parfaitement ordonnée. Vous avez reconnu la doctrine à la fois politique et économique libérale. Vous avez reconnu ici l'idée selon laquelle le rôle de l'État n'est évidemment pas d'intervenir pour réguler les relations humaines, puisqu'elles s'autorégulent très largement toutes seules. Adam Smith, qui est un lecteur de Hume, ici, reprend cette théorie et en fait une théorie économique. La théorie de la main invisible sur le plan du marché, selon laquelle la concurrence suffit à réguler les relations économiques, c'est une théorie qui dérive en partie, enfin même pas seulement en partie, totalement, de cette conception des rapports humains qui est telle qu'on puisse espérer que ces rapports soient capables de s'autoréguler par une circulation sympathique des passions des individus les uns avec les autres. Hume ajoutant d'ailleurs que cette sympathie que je viens de décrire ne vaut pas seulement d'individu à individu, on sympathise aussi avec les intérêts de la société tout entière. Bon, donc, laissons jouer les passions. Laissons jouer les relations humaines et la relation à autrui devrait suffire pour créer une harmonie sociale. Bon, oui, mais alors, oui, là encore, il y a un problème. Est-ce que la relation sociale suffit véritablement pour créer de l'harmonie sociale? Restons sur le terrain de l'adversaire en l'occurrence. Évidemment, je peux sortir de ma poche un argument moral et dire les libéraux sont méchants, alors comme ils sont méchants, ils ont tort, donc s'ils ont tort, moi j'ai raison. Bon. Mais si j'essaie de raisonner philosophiquement, et que je prends mon adversaire pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit, c'est-à-dire au sérieux, et en l'occurrence Hume quand même un peu fait ses preuves philosophiquement. On pourrait remarquer d'ailleurs que quand il dit ça, il part d'un constat qui indique une vraie acuité dans la perception qu'il a de la nature humaine. Quand même, quel regard! Qui peut dire qu'il est totalement insensible à ces phénomènes de sympathie? Qui peut dire qu'il est totalement insensible à la capacité de s'identifier avec les passions de l'autre? Enfin, quand même. Et qui peut dire que cette sympathie n'est pas, en partie au moins, régulatrice des relations à l'autre, des relations sociales? Non, mais il y a quand même un problème si on se situe à l'intérieur même de cette idée-là. On le trouve dans une formule que j'ai repérée chez Adam Smith. Adam Smith, avant d'écrire sa théorie qui porte sur l'économie, écrit un bouquin qui s'appelle La théorie des sentiments moraux. Et dans cet ouvrage-là, il dit on trouve toujours quelque ombre de mérite à la cause involontaire d'un bien, et on trouve toujours quelque ombre de démérite à la cause involontaire d'un mal. Vous voyez, si involontairement je fais quelque chose de bien, je serai perçu comme méritant. Involontairement, bon. Mais si involontairement je fais quelque chose de mal, eh ben quand même, je vais subir la réprobation de mes proches. Autrement dit, ce que pointe bien Smith là, c'est que les relations sympathiques sont au fond des relations qui ne sont que superficielles. D'ailleurs, la métaphore des miroirs que je donnais tout à l'heure indique quelque chose, une réflexion sur des miroirs, c'est des apparences qui circulent. La relation sympathique n'est pas une relation qui va au fond de la relation à autrui. Elle reste superficielle. Autrement dit, elle peut toujours cacher quelque chose qui est un secret désir de révolte, une espèce de vanité toujours là, potentiellement source de concurrence, de rivalité, d'opposition entre les hommes. La sympathie pourrait bien être une espèce de vernis social qui régule en apparence les choses, mais qui cache toujours de profonds clivages entre les individus. Alors il y a un philosophe qui voit ça très bien, et qui le décrit parfaitement, et qui connaît Hume très bien aussi. C'est Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nous dit que la relation à autrui est une relation qui est marquée plutôt par une division du moi. Les hommes sortant de l'état de nature, nous dit-il dans son hypothèse, on peut les imaginer dansant et chantant autour d'un feu dans une espèce de société naissante. Très bien. Oui, mais aucune société ne fera jamais en sorte que tout le monde chante et danse également bien. Ça, alors, il y en a toujours qui resteront dans l'ombre et certains qui seront dans la lumière. Alors ceux qui sont dans l'ombre se demanderont évidemment toujours pourquoi les autres sont dans la lumière. Et immédiatement surgit autre chose qu'une relation sympathique, c'est plutôt une situation de rivalité, de concurrence, d'opposition entre les hommes, marquée par l'orgueil, etc. Du coup, la presse que j'évoquais tout à l'heure, qui met en avant ces passions-là, serait une presse qui, finalement, dans le fond, dirait quelque chose de plus réel quant aux relations sociales, qui serait toujours marquée par cette potentialité de rivalité, de concurrence et d'opposition. Bien. Alors, on sait que Rousseau est quand même grincheux, on sait que sous la plume de Rousseau, on ne voit jamais parler de sympathie, mais ça ne veut pas dire que le phénomène de sympathie que j'ai décrit tout à l'heure soit totalement inopérant, y compris pour Rousseau lui-même. Alors, il est vrai que Rousseau ne parle pas de sympathie. Jamais, j'ai un peu vérifié, on va peut-être regarder, mais il n'y a rien à faire. Que ce soit dans les 1000, dans le second discours, dans le contrat social, la sympathie est totalement absente. En revanche, il y a une notion qui est omniprésente dans la pensée de Rousseau, aussi bien sur le plan anthropologique que sur le plan moral, c'est la notion de pitié.
Alors la pitié, c'est pas tout à fait la sympathie que j'ai décrite tout à l'heure, parce que la pitié, c'est une compassion. La pitié, c'est la capacité que j'ai de partager avec l'autre la passion qu'il éprouve lorsque cette passion est douloureuse. Si tu souffres, ça me fait souffrir. En revanche, Rousseau dirait, si tu souffres, ça me fait souffrir, mais si tu es joyeux, alors moi, ça me... Et on reconnaît Rousseau quand même. Si tu es joyeux, là, moi, ça m'énerve. Il doit y avoir quelque chose là-dessous, tu caches quelque chose, quoi. Hein, c'est complot universel. Bon. Oui, mais regardez, là, la lecture que je fais, ça, un peu ironique, est une lecture un peu psychologisante. Oui, mais Rousseau, c'est un philosophe. Et s'il nous parle de la pitié plutôt que de la sympathie, c'est pour une raison philosophique. Et cette raison philosophique, on pourrait peut-être la formuler comme ça. Reprenons l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, qui était l'exemple du riche. Hume nous dit, je sympathise avec celui qui est fortuné parce que j'éprouve de manière atténuée la passion qu'il éprouve lui-même en étant propriétaire. Si le fait d'être propriétaire suscite en lui un certain plaisir, moi qui vais contempler ce plaisir, à partir de signes extérieurs apparents, je vais sympathiser avec lui et éprouver à mon tour, de manière atténuée malgré tout, mais éprouver à mon tour ce plaisir. Pourquoi pas? C'est pas faux d'ailleurs. Je vous dis, c'est pas faux. Et dans la compassion, il se joue la même chose. Lorsque l'autre souffre, je perçois par tel ou tel signe apparent extérieur, le cri, le regard effrayé ou la douleur manifestée, je perçois une passion hors de moi et je sympathise avec cette passion. C'est une modalité de la sympathie, la pitié. Seulement, c'est la sympathie réservée aux passions tristes ou aux passions douloureuses. Quelle est la différence entre la passion du propriétaire que je viens d'évoquer et la passion douloureuse que j'évoque maintenant? Quelle est la différence entre le plaisir éprouvé dans le fait d'être propriétaire, et d'être un grand propriétaire, ce que j'évoque là, gens très très fortunés, quelle est la différence entre cette passion-là et la passion de celui qui souffre? Mais il y a une différence qui saute aux yeux, c'est que la passion du propriétaire, elle n'est pas universelle. Et non seulement elle n'est pas universelle, en fait, mais elle ne l'est même pas en droit. Si je considère l'homme de la nature tel que Rousseau nous le décrit, cet homme hypothétique qui correspondrait à un homme non modifié par la société, si je considère cet homme, il faut que je retienne pour le définir des caractéristiques qui lui sont propres et qui procèdent de sa nature. Mais riche, ça ne procède pas de la nature de l'homme. C'est un accident, c'est accidentel, c'est pas essentiel. Et puis cette richesse-là, pour exister, elle suppose un mode d'organisation sociale qui lui-même est contingent. Et si on ajoute aujourd'hui des arguments de type environnementaux, on dirait de toute façon le niveau de vie des plus riches n'est pas universalisable puisque la planète n'y suffirait pas. Enfin, on se heurte là avec les passions du propriétaire à des passions qui ne sont pas universalisables. En revanche, la souffrance, ça c'est universel. Alors, pas toujours, heureusement, pas pressé d'être confronté à la douleur, etc. Mais je commençais en disant, nous sommes pleinement hommes dans le fond et actifs dans le monde, capables d'agir, parce que nous ne sommes pas des âmes désincarnées, parce que nous sommes la réalité humaine en tant qu'elle incarne l'union de l'esprit et de la matière, de la conscience et du corps, de la volonté et de la puissance physique, sans laquelle cette volonté reste impuissante. Autrement dit, nous sommes hommes aussi par notre corps, et par notre corps nous sommes au monde, sujets à la maladie, à la mort, au vieillissement, à la douleur. La souffrance porte en elle quelque chose d'universel. Donc si Rousseau met en avant la pitié comme cette modalité de sympathie qui participe à l'harmonie sociale, plutôt que cette sympathie dont nous parlait Hume, c'est pas pour des raisons psychologiques, c'est pour des raisons éminemment philosophiques. C'est parce que Rousseau se préoccupe de l'homme, c'est-à-dire de ce qu'il y a d'universel dans l'humanité. Et ce qu'il y a d'universel dans l'humanité, c'est bel et bien la souffrance. Être insensible à la pitié, c'est être inhumain. Donc nous avons besoin de sympathiser pour être profondément humains.